Donc moi, je vais tout à fait, dans la suite de ce que vient de présenter Dominique, parler de l'épineuse question des potency essais, donc des essais qui vont être capables de prédire la réponse clinique. Et je pense que Dominique vous a très clairement expliqué à quel point c'était quelque chose d'important pour le développement de ces essais thérapeutiques. Donc moi, je suis repartie un petit peu plus en arrière pour revenir un petit peu sur la promesse de ces cellules stromales mésenchymateuses en thérapie cellulaire. Et tout d'abord, pour vous rappeler deux, trois petits points. La première chose, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, ce qu'on utilise en clinique, ce sont des cellules qui ont été amplifiées in vitro, qu'elles soient issues de moelle osseuse, qu'on appelle les BMMSC, ou du tissu adipeux, les ASC. Ces cellules sont obtenues après une phase finalement assez importante d'amplification, puisqu'au départ, elles sont rares dans le tissu, notamment pour ce qui concerne la moelle osseuse. Et donc, on va finalement avoir des cellules qui sont peut-être relativement éloignées de ce qu'elles étaient in vivo. Et les propriétés qu'on utilise, on n'est pas du tout sûr aujourd'hui qu'elles les exercent in vivo dans les tissus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les cellules qu'on injecte, elles ont deux grands types de propriétés qui sont intéressantes d'un point de vue thérapeutique. D'abord, elles ont des propriétés de niche. En réalité, il y a très peu d'effets qui sont liés à la différenciation cellulaire. Au départ, c'était un peu l'idée qu'on avait, mais en dehors de cas très particuliers où on les charge dans des scaffolds, dans des biomatériaux et où elles vont régénérer de l'os, il y a une application claire de ça, eh bien, elles ne vont pas être capables de se différencier dans tout un tas de tissus comme on l'avait imaginé. Et par contre, elles ont quand même des propriétés de niche au travers de leur effet trophique. Elles produisent des facteurs pro-angiogéniques, antifibrotiques. Elles vont produire aussi des chymokines qui vont recruter des cellules et donc elles vont favoriser la régénération du tissu hôte. Et puis, l'autre type de propriétés qu'elles ont, ce sont des propriétés immunosuppressives et anti-inflammatoires qui sont très larges, on va le revoir rapidement. Et ça, c'est dû en particulier à deux grands mécanismes, la production de facteurs solubles et puis la production de vésicules, d'extracellulaires vésicules, d'IVIS, qui sont des petits, il y en a différentes sortes, mais des petites vésicules produites à partir des cellules et qui contiennent un certain nombre de signaux et de messages et qui vont être capables de les véhiculer. Il y a sans doute d'autres mécanismes dont le rôle in vivo est encore moins bien démontré, qui sont soit le transfert d'organelles, notamment des mitochondries, soit la nécessité d'avoir un contact cellulaire direct et l'action par des mécanismes d'interaction physique avec les cellules immunitaires. Plus récemment, il y a eu un papier qui a été, il y en a même eu deux en réalité, qui ont été assez révolutionnaires et qui ont suggéré que le mécanisme d'action des CSM passait par ce qu'on appelle l'efférocytose, qui est la phagocytose des cellules par les macrophages, ce qui sous-entendrait finalement que quoi qu'on injecte, que ce soit vivant, mort ou de n'importe quelle propriété, ça va peut-être fonctionner pareil. Ça, chez la souris en tout cas, ils l'ont démontré, ça ne colle pas du tout avec un certain nombre de travaux qui suggèrent quand même que la qualité des cellules qu'on produit… Je crois que les diapos ne passent pas. Les diapos passent non, pas. mais j'en suis toujours à l'efférocytose. Okay. Leur qualité va être très impactante sur l'efficacité clinique. Alors, les mécanismes d'action de ces cellules, donc au niveau immunosuppressif, sont extrêmement divers. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails aujourd'hui, mais sachez que ces cellules, en tout cas quand on les travaille in vitro, sont capables de jouer sur l'ensemble des effecteurs de l'immunité, que ce soit les cellules de l'immunité adaptative, comme les lymphocytes T ou les lymphocytes B, mais également les cellules de l'immunité innée. Et en particulier, les CSM sont capables de reprogrammer les cellules myéloïdes, les cellules macrophagiques. Et ces mécanismes d'action, ils sont liés à un certain nombre de facteurs qui, pour la plupart, sont induits par le contexte inflammatoire. Finalement, les CSM, elles produisent assez peu de facteurs de façon spontanée. Par contre, en réponse à des signaux inflammatoires, et notamment à l'interféron gamma, elles sont alors primées, activées, et là, elles vont produire des enzymes. Une enzyme clé, c'est IDO, l'indoléamine 2,3-déoxygénase, qui dégrade le tryptophane en kynurénine, mais également des facteurs solubles, et tous ces facteurs vont concourir à ces puissantes propriétés immunosuppressives. Donc, une fois qu'on dit ça, finalement, c'est super, elles font beaucoup de choses, elles ont beaucoup d'effets trophiques, d'effets immunosuppressifs, et ça a conduit assez naturellement à leur utilisation en thérapeutique. Donc, la première injection de CSM expandu à l'homme, ça date d'il y a assez longtemps, c'était en 2005, mais finalement, la première démonstration clinique d'un effet immunosuppresseur majeur, c'était dans le contexte de la GVH, qui est le groupe de Katharina Leblanc,
qui en 2004 dans Lancet a publié un cas clinique qui a marqué les esprits d'un enfant avec une GVH réfractaire, très sévère, résistante à tout. Clairement, il va mourir. Et là, on lui injecte des CSM de sa mère et il guérit. Et sur cette base, il y a eu énormément d'essais cliniques qui se sont développés. Plus de 1200 essais cliniques sont actifs aujourd'hui. Mais finalement, si on regarde la sortie de ça, il y a très peu aujourd'hui de produits de thérapie cellulaire approuvés. Ce qui est approuvé, c'est deux grands types de choses. Des CSM allogéniques issus de la moelle osseuse injectés par voie intraveineuse dans la réaction du greffon contre l'autre réfractaire, mais ça n'a été approuvé que dans un tout petit nombre de pays, notamment au Japon. Et puis, à l'autre bout du spectre, des CSM issus de tissus adipeux, donc ce qu'on appelle les ASC, toujours allogéniques, qui sont là administrés localement dans les fistules réfractaires de la maladie de Crohn. C'est l'alloficelle, on en parlera un peu plus tard. Et ça, pour le coup, c'est approuvé en Europe et en France. Par contre, et ça a été quelque chose qui a marqué les esprits l'année dernière, ces CSM de moelle osseuse allogénique dans le traitement de la GVH n'ont pas été approuvés aux États-Unis. Ça s'appelle le REMSTEM-LC, le REMSTEM-CL, qui est commercialisé par Mesoblast. Ça n'a pas été approuvé aux États-Unis, malgré une étude d'enregistrement positive dans la GVH de l'enfant. Et le commentaire de la FDA, ça a été, je l'ai mentionné très rapidement ici, mais que finalement, il n'y a pas assez de démonstration qu'il y a un lien entre l'efficacité clinique et des propriétés spécifiques de chaque lot. Et comme on n'est pas capable de garantir que le procédé de manufacture de production est suffisamment homogène, eh bien, on a un problème de potentiel. On n'est pas capable de prédire la réponse des patients. Et sur cette base, alors même que l'essai, encore une fois, avait donné un essai de phase 3 randomisé des résultats positifs dans une pathologie gravissime, la FDA n'a pas donné de label à ce traitement. Donc, il y a des discussions en cours, j'espère qu'ils y arriveront à terme, mais du coup, ils ont mis tous leurs efforts sur la standardisation et surtout la définition de potentiel essai. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu majeur dans ces stratégies. Ce n'est pas d'être capable de produire des cellules, ce n'est pas d'être capable de trouver des indications théoriques, c'est d'être capable de garantir qu'il y a un lien entre la capacité qu'on va avoir de produire des cellules avec tel type de caractéristiques et la démonstration de leur efficacité clinique. Donc, finalement, on a différents niveaux d'hétérogénéité dans les essais cliniques impliquant les CSM, 3 grands niveaux, autour de la production des CSM et donc de la nécessité d'identifier des potentiels essais, encore une fois, des marqueurs, des caractéristiques prédictives de leur efficacité. Il y a bien sûr une hétérogénéité dans le design du protocole qu'on maîtrise très mal, c'est très peu posé. La question de la dose, de la voie, en fait, on a très peu de réponses là-dessus. Et puis, il y a un deuxième grand niveau d'hétérogénéité qui est celui du receveur et de la capacité qu'on peut avoir d'identifier des critères de sélection qui vont nous permettre de ne retenir que des patients qui vont répondre à ces essais. Si on se focalise tout d'abord sur le premier item, qui est donc la production des CSM et l'identification de potentiels essais. Donc, historiquement, on avait beaucoup travaillé avec Luc Sansebé et avec d'autres personnes en France, et dans le cadre d'un programme européen qui s'appelait Cascade, pour mettre en place d'abord des tests standardisés d'évaluation de ces cellules, puisque jusque-là, chaque labo évaluait ces cellules avec son petit test in vitro, et donc on était incapable de comparer les choses. Une fois qu'on a eu validé ces techniques homogènes pour évaluer les cellules, on a pu s'intéresser enfin aux paramètres vraiment dépendants des CSM. Et là, il y en a en fait beaucoup. Le premier, et qui est majeur, c'est le donneur. Dominique l'a évoqué rapidement. Le fait d'avoir un sujet sain ou un patient qui a une maladie chronique, les cellules produites sont probablement différentes. Au-delà de ça, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et qu'on évalue souvent très mal, qui peut être l'âge, mais aussi, notamment pour les cellules de tissu adipeux, la BMI, la masse index, la masse corporelle, le fait d'avoir des gens qui sont plus ou moins gros. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact quand on prélève des ASC, puisque ces gens vont être éventuellement dans un état différent d'inflammation locale, et que l'inflammation, on l'a dit, c'est quelque chose qui impacte les propriétés des cellules. D'autres travaux très importants montrent l'importance des conditions de culture, du fait de primer ou pas les cellules in vitro, par exemple de les traiter avec de l'interféron gamma, ou d'autres facteurs, ça c'est des choses sur lesquelles beaucoup de gens travaillent. La congélation, on l'a dit, on sait aujourd'hui que si on administre des cellules juste après des congélations,
c'est quelque chose qui n'est pas terrible, ce qui veut dire qu'on doit être capable de les remettre en culture avant injection. Et dans l'équipe, on a travaillé plus particulièrement, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'il faut poser comme question, autour de l'origine tissulaire et autour du niveau d'expansion in vitro. Alors, l'origine tissulaire, comme je vous l'ai dit, il y a deux grands types de cellules qui sont très largement utilisées, qui sont les cellules stromales obtenues à partir de tissus adipeux et les cellules stromales mésenchymateuses obtenues à partir de moelle osseuse. Et en réalité, aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est qu'est-ce qui est disponible dans mon centre, ou qu'est-ce que j'ai à disposition, pourquoi est-ce que j'ai un brevet, ou pourquoi est-ce que j'ai une méthodologie accessible. Or, dès les travaux qu'on avait faits en 2013 dans ce programme européen Cascade, on s'était rendu compte que quand on comparait des cellules de tissu adipeux produisant en lisa plaquettaire ou des cellules de moelle osseuse produites en lisa plaquettaire ou en sérum de végétal, eh bien, il y avait des différences. Et de façon assez claire, les cellules stromales à partir de tissu adipeux en lisa plaquettaire étaient plus reproductibles dans leur capacité à inhiber la prolifération T. Le problème, c'est que ces trois types de production, c'était aussi fait dans 3 sites différents. Alors, on va chanter Cocorico, hein. Les ASC en lisa plaquettaire, c'était à Toulouse. Les BMSC en lisa plaquettaire, c'était en Italie. Et les BMSC en sérum végétal, c'était en Allemagne. Mais enfin, a priori, ça n'a absolument aucun rapport. Par contre, comme les donneurs sont aussi des gens différents dans tous ces sites, eh bien, on n'était pas capable de savoir si c'était vraiment l'origine tissulaire ou le procédé lui-même. Et donc, en collaboration avec l'équipe de Toulouse, et notamment Philippe Bourrin, on a monté une étude dans laquelle on a comparé des cellules stromales mésenchymateuses obtenues à partir de moelle osseuse ou de tissu adipeux du même donneur, donc de façon pairée et dans les mêmes conditions de culture. On a fait des puces à ADN, on a fait du phénotypage, des études fonctionnelles, et à l'issue de tout ce travail, on a pu montrer que effectivement, ces cellules étaient différentes, avaient des propriétés différentes, et que c'était bien lié au tissu d'origine, puisque ces propriétés, on était pour la plupart capables de les détecter, y compris quand on trie ex vivo les cellules ASC ou BMMSC natives présentes dans le tissu. On retrouve ces différences, notamment en termes d'expression génique. Donc, il y a bien un imprinting, une empreinte de l'origine tissulaire dans les propriétés des CSM, et on ne peut plus dire je vais utiliser l'un ou l'autre comme ça, sans s'être posé de questions fortes sur l'intérêt. Clairement, aujourd'hui, je pense que dans les aspects régénération osseuse, les CSM de moelle sont la référence, alors que dans les aspects immunomodulation ou pro-angiogénèse, on a quand même très envie d'utiliser des cellules de tissu adipeux. C'est ce que je vous... Alors, ça passe par des mécanismes qui sont différents. Et là, c'est un exemple, donc, dans l'interaction avec les cellules immunitaires. Vous voyez que l'aspect niche, c'est-à-dire... là, ce qu'on voit, c'est l'aspect immunosuppression, excusez-moi. Vous voyez bien que les lymphocytes T sont mieux inhibés dans leur prolifération par des ASC que par des BMSC. Elles sont là autologues, c'est les mêmes donneurs. Ce qui n'est pas le cas pour les cellules NK. Et ça, la mécanistique qu'il y a derrière, c'est que l'inhibition de la prolifération T, c'est dépendant de l'activité de cette enzyme IDO, indoléamine 2,3-déoxygénase, qui effectivement est plus forte dans les ASC que dans les mêmes MSC des mêmes donneurs. Donc, ces cellules ALC, elles répondent à la stimulation par l'interféron en produisant beaucoup d'IDO qui va dégrader le tryptophane en kynurénine et bloquer la prolifération T. La deuxième grande question qu'on s'est posée, c'est celle de l'amplification en culture. Quand on fait nos essais en académique, ce qu'on a fait pour l'essai dont vous a parlé Dominique, c'est un donneur, un receveur, avec finalement une amplification relativement courte en culture. Les industriels, ils veulent faire un donneur, plein de receveurs, bien sûr, pour diminuer les coûts. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire cette amplification en culture. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que cette culture, elle s'accompagne de l'entrée en sénescence variable des cellules, mais ça, c'est valable pour les CSM de moelle et de tissu adipeux. Comme Dominique vous l'a évoqué d'ailleurs, cette sénescence, elle s'accompagne de l'apparition d'altérations du karyotype, mais bon, qui ne donnent pas d'avantage sélectif, qui disparaissent puisqu'elles sont associées à la sénescence. Mais ce qui est beaucoup plus important en termes immunologiques, c'est que cette amplification au long cours, elle s'accompagne de l'acquisition de nouvelles sous-unités du protéasome par les CSM, et ce nouveau protéasome, il va dégrader IDO. Et donc, bien que les cellules soient capables de produire de l'IDO en réponse à l'interféron gamma, cet IDO étant dégradé, il n'y a plus d'activité IDO, et les cellules, vous voyez ici, ce sont les ronds noirs, inhibent moins la prolifération des lymphocytes T lorsqu'elles sont sénescentes, que ce soit des ASC ou des CSM de moelle, que si elles sont non sénescentes.
Par contre, et ça c'était très intéressant, on a pu montrer que, comme ça a pu l'être d'ailleurs pour la congélation, le fait de traiter nos cellules par des quantités importantes de facteurs inflammatoires, interférons plus TNF, eh bien ça restaure la capacité de ces cellules, même sénescentes, à dégrader le traitement d'enquénurénine, donc à avoir une activité IDO et à inhiber la prolifération T. Donc, ça veut dire deux choses. Un, que le niveau d'amplification en culture, il doit être contrôlé, mais aussi qu'on peut modifier dans la culture des paramètres, par exemple, traiter les cellules à interféron gamma, et on va être capable ainsi de produire de nouveaux types de CSM, des V2, si on veut, 2.0, comme dirait Joël, et ces CSM, eh bien, elles vont être encore capables d'être fonctionnelles. Alors, finalement, les potentiels essais, est-ce qu'on pourrait finalement avoir IDO? IDO, c'est facile. On avait pu montrer d'ailleurs qu'il y avait une assez bonne corrélation entre l'activité IDO et l'inhibition de prolifération des T in vitro. Mais en fait, en même temps, je vous ai montré un premier schéma hyper compliqué où les CSM ont plein de mécanismes d'action sur les différents types cellulaires. Donc, il est extrêmement peu probable qu'un paramètre unique permette de produire un potentiel essai, quelque chose qui soit corrélé à la réponse. Et d'ailleurs, ça a été à la base d'un papier du groupe de Jacques Galipeau, qui est un peu le pape des CSM dans le monde, qui avait pu montrer dans ce travail que il avait pu proposer une sorte de potentiel essai qui était la mesure de différents facteurs sécrétés par les cellules en réponse à l'interféron gamma in vitro. Et il avait pu sélectionner des cytokines, des chimiokines, des molécules induites par l'interféron qui étaient corrélées à la capacité de ces cellules à inhiber la prolifération T in vitro. Donc, aucun de ces paramètres seul en tant que tel ne prédit cette propriété, mais la combinatoire de ces facteurs est associée à l'inhibition de la prolifération T. Alors, être capable de prédire l'inhibition de la prolifération T in vitro, c'est super intéressant. Enfin, quand même, en clinique, globalement, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de prédire la réponse clinique in vivo. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Dominique dans le papier qu'elle vous a présenté juste avant, qui vient de paraître dans Lancet, et dont j'ai constaté que nous faisions la couverture avec une magnifique image d'artiste qui mime la sclérodermie et les cellules stromales mésenchymateuses. Bon, peu importe. En tout cas, ce qu'on a fait, on a fait la même chose, puisqu'on avait 20 patients avec 20 batchs de CSM, dans lesquels on était capable de distinguer 15 patients répondeurs et 5 patients non répondeurs. Eh bien, on a pris ces 20 batchs de CSM, on les a stimulés in vitro par des doses croissantes d'interféron gamma. Et alors que Dominique vous l'a bien dit, les CSM qu'on avait injectés et qu'on avait phénotypés, pour lesquels on avait fait du RNA sec, pour lesquels on avait mesuré la capacité à inhiber la prolifération T in vitro par MLR, il n'y avait aucun lien entre aucun de ces paramètres et la réponse clinique. Par contre, quand on a quantifié dans les cellules stimulées in vitro un certain nombre de paramètres solubles, on a mesuré par cytométrie l'expression d'HLA-DR et on a quantifié l'activité IDO, eh bien, on a pu montrer que ces facteurs étaient plus ou moins corrélés entre eux et surtout qu'on avait 3 paramètres: le taux de CCL2, qui est la molécule qui permet au CSM d'interagir avec les monocytes, l'expression d'HLA-DR, qui est un excellent reflet de la réponse directe à l'interféron gamma, de la signalisation interféron gamma, et l'activité IDO. Eh bien, la combinatoire de ces 3 paramètres, lorsqu'on a des cellules qui sont nulles pour tout ça, eh bien, on a beaucoup plus de chances de ne pas répondre, puisque vous voyez que les 4 patients bleus ici sont les 4 patients non répondeurs et qu'ils sont localisés dans ce panel de gens qui ont des CSM, qui reçoivent des CSM qui sont faiblement capables d'attirer sans doute les monocytes, faiblement capables de répondre à l'interféron gamma en exprimant chez l'ADR et en ayant une activité IDO. Et donc ça, c'est la première étape vers la définition de potentiels essais qui sont corrélés à la réponse clinique, même si bien sûr le petit effectif qu'on a ne permet pas d'avoir des conclusions définitives sur ce sujet. La deuxième chose, c'est que le deuxième niveau d'hétérogénéité, c'est le receveur. Est-ce qu'on peut avoir des critères de sélection qui permettent de prédire quels patients vont répondre? Alors, on a été naïvement parti de l'idée, enfin pas naïvement, enfin on s'est dit, finalement, quand on injecte les CSM, elles vont rencontrer in situ des signaux inflammatoires, et donc peut-être que ça va prédire finalement des gens qui seraient très inflammés, ils vont très bien répondre. Et donc, on a quantifié une quarantaine de facteurs inflammatoires chez ces patients,
de cytokines, de facteurs solubles chez ces patients. Et effectivement, on a pu identifier, vous voyez ici, tout ce qui est rouge, c'est un groupe de facteurs inflammatoires, un module inflammatoire qui est co-régulé et qui est vraiment présent chez un groupe de malades. Mais ça, finalement, ce n'est pas du tout corrélé à la réponse clinique, peut-être parce qu'en réalité, la nature des patients qu'on a traités sont déjà des patients à un stade très avancé de leur maladie et ils avaient tous en réalité pas mal de facteurs inflammatoires circulants. Par contre, un paramètre qui s'est retrouvé associé à la réponse ou à la non-réponse, c'est le taux de TGF-bêta circulant. Donc finalement, l'activité de la maladie, mais pas le statut inflammatoire, est associé à la réponse clinique chez ce type-là de patients. Et bien sûr, c'est ce qu'on va essayer de valider dans le plus large essais cliniques. La question majeure qui reste, et que vous a été déjà mentionné précédemment par Dominique, c'est est-ce que finalement le receveur, est-ce qu'il est autologue ou allogénique par rapport à ces cellules? Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu peu de modifications des proportions de TB-NK, mais il y a quand même une légère augmentation des cellules NK qui est peut-être liée à une forme d'alloréactivité, on ne peut pas l'exclure. On n'a eu que 2 patients avec des anticorps anti-HLA de classe 1 de novo, mais il y en avait déjà 3 qu'on avait déjà, on est chez des patients qui ont de la sclérodermie, et il n'y a pas eu d'impact clinique, mais ça pose quand même la question, si on faisait des injections répétées, est-ce que ça sera un problème? C'est quelque chose qu'il faudra qu'on évalue. Et les cellules n'ont pas persisté, on n'a pas détecté en tout cas le microchimérisme, donc elles ont sans doute été effectivement rapidement éliminées par la réponse allogénique. Donc finalement, si je reprends tout ça, voilà où ce dont je vous ai parlé, les critères de sélection, les potentiels essais. Et nous, on espère également qu'au travers du monitoring de ces patients, on va être capable d'identifier des biomarqueurs d'activité. C'est ce qu'on est en train de faire. Et parmi ce qu'on a regardé dans ces essais, alors il y a toujours des limites, on ne peut pas tout regarder, mais on va faire mieux dans le prochain essai avec d'autres types d'outils qui n'existaient pas quand cet essai a démarré. Eh bien, la seule chose qu'on a vue de façon claire, c'est une augmentation du pourcentage de lymphocytes B qui ont un phénotype de B régulateur et qui produisent de l'IL-10. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est vrai non seulement chez les patients de cet essai, mais également dans un autre essai qu'on monitore actuellement, qui s'appelle ADIPO-A2, qui n'a rien à voir, parce que ce sont des cellules de tissu adipeux injectées dans l'arthrite rhumatoïde. Donc, probablement que les CSM, au-delà de leur origine, sont capables effectivement de concourir au développement de B régulateurs. Et Séverine travaille beaucoup là-dessus. J'espère qu'on finira bientôt ce travail. Et de façon encore plus intéressante, eh bien, la production d'IL-10 par ces lymphocytes B en réponse au CSM, eh bien, quand on en produit plus, c'est associé à la réponse clinique par rapport à une non-réponse. Donc, demain, ça veut dire que dans le nouvel essai clinique, bien évidemment, on va scruter de façon d'emblée, de façon dirigée, ces B10, que là, on a travaillé en rétrospectif sur les 10 ans des malades, sur des échantillons congelés, etc. Et si je reviens pour conclure sur ce schéma, on a donc, je vous l'ai dit, un cercle qu'on espère vertueux, puisque le fait de mieux sélectionner les patients receveurs, d'avoir des designs de monitoring qui vont permettre d'identifier des biomarqueurs d'activité, vont nous amener à de nouveaux potentiels essais et qui nous aideront à mieux designer des protocoles à destination, bien sûr, de nos patients. Et l'idée, c'est de passer des MSC 2.0, on a maintenant des meilleures cellules qui viennent du bon tissu, qui sont éventuellement modifiées, à des essais 2.0, où l'ensemble de ces paramètres vont être pris en considération. Et pour finir, je crois que ça a été beaucoup dit, mais moi, je voudrais le redire encore une fois, tout ce travail, c'est bien sûr le travail d'équipe. Alors, à Rennes, les 2 personnes qui ont un rôle majeur et fondamental, c'est Séverine et Joël, mais elles ne sont pas seules. Il y a beaucoup de gens qui les aident au quotidien dans ces projets. La collaboration qu'on a avec Dominique, et je pense que tout le monde autour de ces ordinateurs seront d'accord pour dire que c'est vraiment la personne grâce à qui on est là aujourd'hui. Et je pense que tous les cliniciens en sont conscients et je pense aussi tous les malades. On est dans un consortium qui s'appelle ICEL France, qui organise en France l'utilisation des cellules stromales mésenchymateuses et en particulier Pascal, Hélène, mais aussi Christian, bien sûr, concourt. Et puis, bien sûr, la collaboration historique avec Toulouse. La personne qui a initié ça en France, c'est Luc et à chaque fois, on a bien sûr une pensée pour lui. Et voilà.